Notre invitée est une militante professionnelle. SOS Racisme, loi de Vaquet, Danette la mitraillette, comme on l'appelait, a été de tous les combats dès le collège et le lycée. Elle ferraille aujourd'hui contre le traité de libre-échange transatlantique et de manière générale contre l'ubérisation de l'économie. Quand elle ne le crie pas, elle le chante. Quand elle ne le chante pas, elle le joue. Avec son premier One Woman Show que vous pouvez voir en ce moment à Paris. Notre invitée est conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche fondé par Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Merci de nous recevoir donc dans votre bureau de l'Hôtel de Ville, puisque vous êtes conseillère de Paris. Alors vous n'êtes pas vraiment dans la majorité, d'Anne Hidalgo, vous êtes un peu dans l'opposition, on va dire. Oui, je suis l'opposition de gauche ou l'opposition citoyenne. Voilà. Bon. Comme je dis dans mon spectacle, je suis un groupe à moi toute seule. Alors on va parler, du coup, puisque vous nous amenez à parler directement de votre spectacle, parce que vous êtes en plein dans ce spectacle avec votre valise, je crois, derrière, de comédienne, de One Woman Show, avec tous vos accessoires. Exactement, qui sont surtout des gobelets, des verres en plastique qui symbolisent un peu le travailleur jetable que cette ubérisation veut imposer, en fait, la casse du code du travail. Parce qu'en fait, dans vos sketchs, d'ailleurs, je vais prendre un gobelet, parce que dans vos sketchs, vous expliquez que voilà, le chauffeur de taxi se fait écraser par le chauffeur d'Uber, etc. Mais je voudrais voir avec quelle violence vous écrasez les verres. La violence de l'ubérisation. Écoutez, la violence de l'ubérisation, c'est que vous avez, par exemple, les taxis, profession très réglementée, et bien Uber, avec le développement des plateformes et des VTC, qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations, et bien ça va amener à la suppression des taxis. Mais alors le problème, c'est que les chauffeurs VTC, ils subissent un autre dumping social, qui sont les lotis capacitaires. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais voilà, discuter à laquelle ils peuvent être confrontés. Et les lotis capacitaires sont eux aussi mis en concurrence avec les hitch, qui sont des slashers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, enfin plutôt vous, parce que moi j'ai pas le permis, mais qui peuvent en job, travailler en plus de leur travail. Pour reconduire des gens d'un point à l'autre. Voilà, exactement. Et donc, les autres peuvent être supprimés. Donc on croit que là ça va se finir, mais en fait ces slashers, ils peuvent être aussi mis en concurrence par, attention, le dernier gobelet. J'ai pas réussi à le casser le dernier. C'est la fin du salariat à travers la voiture électrique. Et vous n'avez plus qu'une carrosserie et puis l'algorithme. Qui permet à la voiture électrique d'aller d'un endroit à l'autre. Finalement aux multinationales qui par ailleurs font une optimisation fiscale dans les paradis fiscaux, de pouvoir s'exonérer complètement de leurs obligations d'employeur, puisqu'il n'y aura plus la variable humaine. Alors on vient de voir que vous êtes une performeuse, mais vous êtes aussi une femme politique, élue de Paris, et puis surtout vous êtes l'une des coordinatrices du parti de gauche, fondé par Jean-Luc Mélenchon, qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. D'ailleurs à gauche, c'est pas commun, vous êtes finalement une des seules, vous êtes parmi les seuls à connaître votre candidat de gauche. C'est sûr qu'il sera candidat, et c'est sûr maintenant qu'il aura ses parrainages, puisqu'il a le soutien du Parti communiste. Mais écoutez, on est très fiers que Jean-Luc Mélenchon ait, dès le mois de février, décidé de s'engager dans cette bataille-là. Et il ne fallait absolument pas tomber dans cette hypocrisie totale des primaires que nous propose le Parti socialiste, alors que nous sommes en total désaccord avec le bilan du Parti socialiste au gouvernement pendant l'ensemble de ce quinquennat de François Hollande. On va quand même aussi parler de vous, on est là pour ça, de votre parcours. Alors, cette affiche derrière, elle est intéressante parce que, au fond, elle vous ressemble un peu. Il y a cette forme même en termes de silhouette, et puis le point qu'incarne le combat. Vous l'avez choisi, cette affiche ? Oui, alors Vanessa Vérillon fait des affiches magnifiques et j'ai pas pu aller à sa dernière exposition. Je trouvais ça vraiment dommage. Et on m'a offert cette petite affiche et je la trouve vraiment très belle parce que c'est assumer qu'on est femme et assumer justement qu'on revendique l'égalité, qu'on revendique l'émancipation avec ce point fier à la place de la tête, la combativité. Voilà, j'aime bien cette image. Et d'ailleurs, dans le titre de votre spectacle dont tu parlais tout à l'heure, Uber, on a bien compris, les salauds, on a bien compris, et mes ovaires. Donc là, pourquoi mes ovaires d'ailleurs ? Ah, il fallait voir le spectacle. Quand j'ai commencé à soutenir la lutte des taxis, il y a souvent un compliment qui revenait, et aussi dans d'autres combats, quand j'ai été la seule, par exemple au Conseil de Paris, à dénoncer l'hypocrisie sur l'entreprise Lafarge, vous savez, qui a pendant un an, pour continuer d'exploiter sa cimenterie en Syrie, finalement a eu des collusions avec Daesh et des financements des djihadistes. Un compliment, excusez-moi, il va être grossier, mais c'est Madame Simonet, elle a des grosses couilles. Voilà. C'est-à-dire que quand on trouve qu'une femme est courageuse
et combative, on lui donne un attribut masculin. Et on préfère dire que donc, vous avez... eh bien non, moi j'ai des ovaires, mais alors des ovaires balèzes. Et j'invite toutes les femmes à résister, à se faire respecter. On ne doit pas accepter et intérioriser la banalisation du sexisme ordinaire. Et finalement, on est dans une société patriarcale et donc on a cette bataille-là qui est utile pour toutes les femmes et nécessaire, mais aussi pour les hommes, parce que je suis persuadée que nos émancipations sont liées. Ça vous vient d'où cette énergie, cette volonté de toujours combattre, de remettre en cause peut-être l'ordre établi, surtout les idées établies? C'est quoi? C'est de l'enfance? On peut dire peut-être un mot de vos parents. Je crois qu'ils sont sculpteurs assez connus, et ça, c'est une représentation d'une de leurs œuvres, en fait. Oui. C'est pas anodin d'être enfant d'artiste. Comme disent mes parents, quand vous êtes sculpteur, ce qui est difficile, c'est les 40 premières années professionnelles. Donc forcément, ces 40 premières années, c'est un combat pour être respecté, reconnu dans sa création, dans son langage, dans son village. Dans son village, pourquoi il y a eu un problème dans le village? Ah oui, ça a été difficile. Il y avait la moitié du village qui respectait énormément parce qu'ils voyaient qu'il y avait un gros boulot derrière. Et puis il y avait une autre partie qui regardait ça très 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 bizarrement. Parce qu'ils mettaient leurs œuvres dans le jardin. Et alors on mettait les œuvres dans le jardin. Et puis il y avait à un moment donné, ils avaient un projet d'essayer de construire leur maison. Ils sont architectes de formation et ils avaient acheté un terrain. Et en attendant de voir si le terrain pouvait être constructible, ils avaient posé une sculpture, une grande chaise blanche qui s'intitulait « Dans l'attente de votre aimable intérêt ». Et résultat, vous avez d'ailleurs la grande bourgeoisie locale qui avait lancé une pétition contre cette sculpture, y compris contre le projet de maison qu'ils avaient en l'intitulant le village nègre ou Nichonville, selon le degré de racisme ou de sexisme qu'il pouvait y avoir. Et donc forcément, c'est une bataille assez dure, hein, c'est toute la violence de la domination culturelle qu'il peut y avoir derrière. Donc ça vient peut-être de là? C'est possible, bien sûr. Sans doute même, parce qu'après ce que vous racontez. Ensuite, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été conseillère d'orientation. Je suis conseillère d'orientation, psychologue de profession. Après, depuis que je suis conseillère de Paris, je me suis mise en disponibilité pour me consacrer pleinement à mon mandat. Mais je suis fière de dire j'ai un métier. Je ne suis pas, comme vous l'avez dit au début, militante professionnelle. J'ai toujours milité, mais c'est un engagement. C'est pas professionnel. Ouais. C'est ma vie, c'est le sens de ma vie. Mais j'ai un métier, oui. Et ce métier, justement, j'avais envie que vous nous en parliez, c'est-à-dire assistante d'orientation, c'est pas conseillère d'orientation psychologue. Ça veut dire que vous aviez face à vous des jeunes qui se cherchaient. Est-ce que ce métier vous plaît? Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous leur disiez? Est-ce que votre vision de la société pouvait influencer ce que vous leur conseillez? Ça se passait comment? Mais je trouve que c'est un métier magnifique parce que finalement c'est un métier où on essaye d'accompagner à la fois les jeunes, les adolescents, donc des jeunes en construction, en devenir, essayer de les amener à réfléchir et à exercer leur liberté dans un système de contraintes. C'est ça, s'orienter. C'est avoir conscience qu'il y a des contraintes. Il y a les contraintes du système éducatif, il y a les contraintes du monde professionnel, les contraintes de l'ensemble de la société, et essayer néanmoins de construire sa propre liberté. Moi, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup. Il y a ce que l'on a fait de moi, il y a ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. Ce dessin, quand même, un mot, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, il ne correspond pas vraiment à la réalité. On vous voit avec la sorcière Duflo qui veut vous donner un chamallow, mais vous n'avez pas un souci avec Duflo? Non, il faudra demander au dessinateur Soulcier ce qu'il entend par là. Après, j'étais candidate sur la 6e circonscription de Paris face à Cécile Duflo. Sera-t-elle à nouveau candidate sur cette circonscription? Je ne le sais. Moi, je propose mon investiture à la France Insoumise sur cette circonscription pour être députée en 2017. La bataille avec la ferme intention de gagner la députation. Donc voilà, c'est amusant. Elle s'est trompée, Duflo, à un moment donné, de rentrer dans ce gouvernement avec François Hollande? Oui, c'était évident que ce gouvernement n'allait pas sortir du nucléaire, n'allait pas s'opposer au projet Notre-Dame-des-Landes. Donc quelle était la cohérence d'aller à un gouvernement qui, sur les fondamentaux écologiques, allait trahir? On le savait bien, même pas trahir, puisqu'il n'avait pas pris l'engagement de ces ruptures-là. Et qui, par ailleurs, c'était évident que sur les questions sociales, il tournerait le dos à l'intérêt général. On le savait bien que François Hollande avait épousé cette phrase « Mon ennemi, c'est la finance » à un moment de la campagne où Jean-Luc Mélenchon était haut dans les sondages. Mais François Hollande, il incarne ce tournant social-libéral de Blair, de Schröder,
qui est en train de s'écrouler partout en Europe, qui finalement est une démission totale par rapport aux directives libérales européennes, par rapport aux logiques de politique de l'offre qui nous amènent dans l'impasse. Hein. Encore un dessin là-bas, c'est vous, cette longue silhouette, ce pantalon, c'est censé vous représenter également ? Non, pas du tout, même si j'aimerais bien avoir des belles chaussures rouges comme ça. Hein. Mais écoutez, que voulez-vous, janvier 2015, on n'oubliera jamais. Ce sont les attentats contre Charlie. Les terribles attentats contre l'équipe de Charlie Hebdo. Moi, je connaissais un petit peu Charb, qui est un ami du 20e. Quand on faisait des ateliers de lecture à la mer à boire, ce café du 20e, qui était très engagé, Charb était souvent là à nous offrir les dessins. Et on a du mal encore maintenant à se dire que ça s'est vraiment passé. Voilà, et c'est terrible. Et je trouve voilà, que cette image-là, les talons crayons sont bien debout. Et donc, elle permet de montrer notre détermination, notre combativité à continuer la bataille qu'ils ont eux menée jusqu'à la mort. Votre prochaine représentation, c'est le 18 décembre au Théâtre Clavel. Vous prenez goût à cette performance ah oui. d'artiste ? Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment, comment dire, ces conférences gesticulées, c'est conférences gesticulées. Conférences gesticulées, c'est Franck Lepage, un grand personnage de l'éducation populaire qui a inventé ça et qui permet finalement, dans une forme un peu théâtrale, où on mêle beaucoup d'expériences et d'anecdotes personnelles, du vécu concret, et puis des images. Hein, moi, je joue beaucoup avec les vers. Bon, amener la réflexion par l'émotion et par l'humour, et amener finalement un savoir froid, au lieu d'organiser des conférences ou des meetings très du haut vers le bas. C'est une prise de risque, une mise en danger, mais qui permet finalement vraiment Enfin, moi, je me sens vraiment moi-même, et je vois bien que quand je suis vraiment moi-même, par le biais du théâtre, je pense que les messages et la bataille culturelle passent beaucoup plus. Et quand vous chantez au Conseil de Paris, vous chantez quoi ? Alors écoutez, j'ai chanté une fois. J'ai chanté Merci Patron, parce que vraiment, je trouvais ça complètement hallucinant qu'on déroule le tapis rouge pour la fondation de François Pinault. Qui est quand même un professionnel de l'évasion fiscale et qui veut nous faire croire qu'il est là à sauver l'art contemporain après avoir brisé je ne sais combien d'emplois. Et on lui fait des petites courbettes pour tout bien arranger. Il faudrait en plus dire merci patron. Et donc j'ai chanté merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Et ils s'en souviennent encore au Conseil de Paris.